Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes, à tous pour notre webinaire d'actualité durable du mois de juin. Et nous avons tenu le précédent il n'y a pas si longtemps. Et donc, nous allons concentrer notre échange sur l'actualité, sur les décisions en cours, sur les tendances qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, sur nos thématiques de durabilité et de responsabilité concernant notamment, particulièrement les entreprises. Nous allons les concentrer sur quelques décisions. Voilà. Alors, je salue nos experts qui sont présents. Je remercie à Stanislas Potier d'être là, que je vois. Claude est là également. Et donc, après l'introduction que je vais faire, qui est, vous vous en souvenez, d'un point de vue méthodologique, un choix de tendance que je considère personnellement comme fortes, comme des signaux qui vont durer et comme des éléments de réflexion qui doivent alimenter notre action. Ce n'est pas, je le redis, une revue de presse, c'est plutôt une remontée et une analyse avec des partis pris des tendances et auxquelles je demande de réagir à nos deux experts, en plus du témoignage qu'ils nous apportent sur la thématique qu'ils maîtrisent. En l'occurrence, nous demanderons à Stanislas Potier de nous faire un petit point sur l'état des lieux des travaux, des tendances, des controverses, de ce qui bouscule aujourd'hui la finance durable, où il se passe toujours beaucoup de choses de manière générale, tant en France, en Europe que plus largement. Et nous bénéficierons ensuite d'un exposé de Claude Fussler que je présenterai, qui a une caractéristique pour moi à laquelle je suis éminemment attaché. Claude est un maître, Claude est un des pionniers de ces sujets et aujourd'hui, il met en œuvre sur le terrain dans un site assez remarquable en Provence, ce qu'il a professé en tant que grande entreprise. Et donc, c'est très intéressant de l'écouter parce que c'est aussi une parole de terrain. Alors, fort de ces deux avis, je voudrais rentrer avec vous et ensuite, vers autour de midi, Arnaud Herman animera le dialogue, les questions-réponses avec vous. Donc, questions que vous pourrez poser à nos experts et moi-même. Je voudrais donc donner un peu, depuis, on s'est vu il y a 15 jours, 3 semaines, qu'on peut retenir un peu de ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est un temps qui est, et les mois se succèdent et ne se ressemblent pas forcément du reste. C'est un temps qui est marqué par un multilatéralisme qu'on croyait complètement fini, abandonné, et qu'il n'y avait plus de possibilité d'accord. On a vu quand même qu'avec les négociations sur les fonds marins, sur la biodiversité, il se passait des choses. Et là, il y a quand même aujourd'hui dans une activité diplomatique qui est intéressante à analyser et je l'analyserai avec un prisme sur lequel je reviendrai tout à l'heure à propos des ouvrages qui sont sortis, à travers la lecture que je vous conseille vraiment. C'est l'ouvrage le plus passionnant, c'est le thriller le plus passionnant sur le durable, celui que vient de publier Pascal Saint-Amand, qui raconte son parcours, son histoire, son action en tant que patron des questions fiscales à l'OCDE depuis 20 ans, 30 ans, et surtout, il nous raconte les coulisses de l'accord qui a pu être passé sur la fiscalité minimum, sur les accords BEPS, sur la fiscalité liée à l'activité des entreprises dans le monde. S'il est un sujet qui concerne la responsabilité, c'est bien celui-là. S'il est une négociation qui reflète bien l'état des rapports de force dans le monde sur les relations entreprises et sociétés, c'est bien celle-là. Et donc, en regardant de très près un peu le succès, parce que c'est un succès au final, les conditions du succès de cette négociation, on a là un raccourci d'une évolution sur le terrain fiscal, mais sur le terrain anticorruption, anti-opacité, bancaire, etc., qui
permet de dire que quand même on a avancé. De même que la décision qui a été prise il y a quelques heures, quelques jours, au Parlement européen, donc d'avancer sur la CS3D, donc sur le devoir de vigilance, la due diligence, c'est un succès compte tenu de la dimension extraterritoriale de ce sujet, hein, et compte tenu des pressions très considérables dans le moment actuel qui ont été exercées par certains pour que l'Europe n'oblige pas les entreprises à avoir une position proactive sur la question des droits humains, des droits sociaux, de l'environnement dans sa chaîne de valeur. Voilà. Donc, c'est cet axe que je mets en avant en ce moment, c'est on a beau avoir des controverses, on a beau avoir des conflits très très forts, il y a quand même une pression d'en haut qui s'exerce et il y a des éléments qui aboutissent. Et je vais m'appuyer pour ça très largement sur en fait la compréhension du moteur. Je dis souvent, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ben, il y en a de temps en temps. Il nous rappelle qu'il est là. Et c'est en fait le G7, le G20. Ce sont les décisions internationales qui cascadent ensuite des accords qui changent la donne. Donc, c'est un message un petit peu politique, même si on voit à quel point les controverses restent très rudes. On l'a vu dans les différentes assemblées générales qui ont eu lieu sur la question des stratégies climat. C'est pas simple, c'est pas régulé encore très très bien. Et on a, en tout état de cause, parmi tous les textes aujourd'hui qui vont déboucher, hein, qui sont bien partis, on a encore aujourd'hui une attitude un peu de contestation de ceci. Alors souvent, je l'entends encore hier au sommet de Toulouse de Challenge sur le Common Good, sur la question soi-disant de la complexité du reporting. Pour tous ceux, on écoutera ce qu'en dit Stanislas, qui voit bien ça du côté des investisseurs, quand même, je veux dire, depuis des années qu'on fait du reporting et qu'on y travaille, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit un fardeau à ce point qui est impossible à assumer. Bon, donc je pense que petit à petit, les choses se font. Voilà. Alors, point sur le contexte qui a complètement basculé depuis 2 ans, le contexte géopolitique. Si vous voulez, en fait, il met, c'est ça qui est intéressant dans l'accord du G7, il met les pays développés, next, s'il vous plaît, Léo, sur les slides, il met les pays aujourd'hui un petit peu au pied du mur de très, très, très grands enjeux qui sont évidemment, premier titre, l'enjeu de la biosphère, l'enjeu climatique et le reste. Et quand vous reprenez le texte, je vous incite à le faire parce que c'est quand même le message assez fondamental, c'est le message assez fondamental aujourd'hui, le plus élevé dans l'ordre je dirais, de la pression politique, c'est celui du G7, donc qui réunit, je le rappelle, les chefs d'État du gouvernement des pays développés, euh, moi la Russie. Bon. Et quand on lit le texte, on voit des notions, des rappels, des concepts, des décisions, en tout cas tous les chantiers qui sont là en termes de régulation, il n'y a pas encore de réglementation, pas pareil, je réponds à la remarque, c'est-à-dire on veut mettre de l'ordre sur ces points-là. On voit, après, les organisations internationales reprennent, les négociations se mettent en place, et donc quand vous voyez qu'il y a aujourd'hui sur la question de l'égalité homme-femme, ça n'est pas rien à un niveau mondial. Elle est affirmée comme un principe, ça s'est affirmé comme un principe absolument intangible. Idem, on rappelle que, en dépit de contestations, on l'a vu de la part de grandes entreprises qui disent mais il n'y a aucune loi qui nous oblige à appliquer l'accord de Paris, il n'y a aucune loi qui l'oblige, oui, non. En réalité, c'est très clair dans le G7, l'accord de Paris, il doit se décliner et il doit s'appliquer. Et notamment à travers des objectifs sectoriels. Donc, la trajectoire, elle est rappelée, elle est dite, et si on ne veut pas s'y conformer, c'est qu'on ne veut pas lire ce qui est là, inscrit dans le marbre. On continue, next,
entreprises. Et donc, je cite quelques autres thèmes sur cette question de la transparence extra-financière. Donc, en gros, de la convergence ISSB, EFRAG et tout le travail, le G7 dit très clairement, il faut y arriver. Il faut que ça tombe. Il faut que ça se fasse. Bon. Ce qui veut dire que là, il faut laisser de côté un certain nombre de récriminations et ça doit se faire. Bon. Sur les financements durables, réorientation de l'épargne et autres, on va en parler. Donc là, on a effectivement une orientation fondamentale qu'on verra au sommet de fin juin à Paris. Et sur les questions des chaînes de valeur avec leur déclinaison, secteur routier, c'est un secteur émetteur. Mesdames, messieurs les constructeurs qui vous plaignez de ceci, de cela, c'est un point de passage. Il faut y arriver. Donc, ça n'empêche pas que sur les carburants durables, on doit faire des efforts. Et le G7 cite en exemple les négociations transport maritime, les négociations ACI de l'aviation, en démontrant que il y a des avancées et que ceci n'est pas théorique, et ceci se déroule. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, quand on continue sur ces orientations, donc, qui sont des orientations macro, des orientations vraiment politiques, on a des principes qui ne sont plus des principes qui sont à l'initiative de chacun. Il est confirmé, indiqué que l'économie circulaire, ça doit être quelque chose de majeur, que la biodiversité, c'est un axe aussi qui s'impose à tous. Et on réaffirme l'envie d'aboutir sur une négociation dont on pouvait dire il y a quelques années qu'on ne l'imaginait pas une seconde. Mais la négociation qui a commencé sur le plastique, est en cours à Paris à l'UNESCO, comme vous le savez, avec des orientations qui sont assez puissantes. La France a pris la position de dire qu'il faut des objectifs contraignants de réduction de production. Ce n'est pas qu'un problème de collecte. Ce n'est pas qu'un problème de retraitement divers et variés. Donc, on est là avec les incitations pollueurs-payeurs et la remise en cause des principes de responsabilité des producteurs, etc., devant des transformations que les entreprises, si elles ne les entendent pas, c'est qu'elles ne veulent pas les entendre. Donc, les schémas macro aujourd'hui sont quand même extrêmement forts et on les retrouve, on peut en reparler du reste dans les réunions du G20 derrière le G7 en dépit des frottements plus que ça, des fractures géopolitiques qui sont en cours. Alors, j'en passe une que je n'ai pas citée dans les slides, mais qu'on voit venir. La COP28 ne se présente pas très bien sur ce terrain-là. On en a déjà un petit peu parlé ici. Actuellement, il est certain qu'aux Émirats arabes unis et sous la présidence de l'émir Al-Jaber, on risque de vouloir uniquement traiter la question des transferts et pas la question de l'implication des producteurs aujourd'hui dans la réduction. Et là, il semble que les soubresauts géopolitiques vont s'inscrire violemment dans cette réunion. Mais bon, on le verra. Alors, pour la France, on voit que donc, si on regarde de très près ce que dit le rapport Pisani-Ferry, qui est quand même un document absolument majeur pour dire combien ça va coûter, qui doit payer, comment on peut réorienter les flux financiers. Et donc là, je ne rentre pas, vous l'avez en tête, ce rapport, mais il est intéressant d'abord dans son orientation générale. Il dit qu'il faut en 10 ans faire une révolution industrielle qu'on aura mis une génération à faire bien avant. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce possible? Est-ce politiquement possible? C'est la question sous-entendue, avec des stratégies qui ne sont pas arbitrées sur ces questions de tarification du carbone qui sont lancinantes et qu'on n'arrive pas à faire atterrir. En revanche, j'y reviendrai, la planification a progressé, ça c'est extrêmement intéressant. Et côté incitation, ça se cherche encore très, 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 très fortement, avec derrière, évidemment, la question des finances publiques, de la dette qui sont évidemment les murs, les curseurs sur lesquels on peut s'appuyer. Bon, tout en insistant, dit le rapport Pisani-Ferry, sur cette question de l'équité, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de vision d'un financement qui ne s'inscrive pas dans une vision équitable. Je n'insiste pas, vous voyez à quoi je fais allusion. Et donc, c'est vrai tant pour les acteurs publics que pour les acteurs financiers, pour les acteurs en entreprise, ceci doit être peut-être mûrir. Et on voit bien qu'on n'a pas aujourd'hui, dans toutes ces discussions, été bien au bout des travaux. Enfin,
rapport France Stratégie nous y aide, mais la puissance publique ne pousse pas assez loin les réflexions. Il y a en ce moment cette controverse sur les quotas carbone, les quotas gratuits qui ont été finalement une manne pour les entreprises qui s'y sont mises, au détriment finalement du financement public. On voit bien qu'on n'a pas une maîtrise des outils de régulation aujourd'hui à bon niveau et que là, on prend du retard. Alors, le gouvernement vient de lancer une mission sur l'assurabilité des risques climatiques. Il était temps. On s'est étonné. On voit que la Cour des comptes, tout d'un coup, vous lance un truc sur l'agriculture au point de la déstabiliser complètement. Qu'on a un MEDEF qui parle dans sa campagne de croissance pour la croissance. Enfin, bon, c'est étonnant de voir que la maturité des acteurs dans leur prise en compte des sujets est encore assez balbutiante, alors que on devrait investir en intelligence collective sur ces questions en termes d'outils, en termes de pratiques, en termes d'expérimentation, etc. Et finalement, donc, next slide, s'il vous plaît. Et finalement, je dirais qu'il y a quand même des choses qui se font, mais c'est vrai que l'initiative la plus intéressante, c'est celle qui a eu lieu poussée du reste par des acteurs privés comme le Shift, hein, sur la planification, et que grâce à ça, on va peut-être mieux ordonner la transformation. Alors, moi, je considère, mais sous le contrôle de Stanislas Potier, il se passe quand même des choses intéressantes dans le monde de la finance, qui n'est pas évidemment, ce n'est pas simple, mais c'est intéressant de voir que, bon, on relance dans un débat assez international cette définition de l'ESG. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que l'approche européenne sur l'article 8, article 9 est pas. Là, on voit bien que ce n'est pas au point du tout. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas intérêt à globaliser la réflexion? Pour autant, ces diligences ESG, elles se développent très largement, effectivement, dans l'économie. On voit qu'il y a une augmentation, c'est le graphique que je mets aujourd'hui sur les émissions d'obligations durables. C'est extrêmement intéressant de voir quand même que la croissance aujourd'hui reste très forte, même si certains peuvent discuter des modalités. On a avancé aujourd'hui il y a des innovations et c'est maintenant quelque chose qui est bien relevé, ce qui a été fait sur la dette de l'Équateur au profit des Galapagos, qui est un montage privé, qui est un montage qui a été initié par Lazare, c'est ça aussi qui est intéressant. Eh bien, ce sont des mécanismes de gestion des dettes, des donnants-donnants aujourd'hui qui reconstruisent un peu la façon dont le risque global est pris. C'est intéressant. Je note pour mémoire quand même que les bourses qui ont toujours été un peu avancées sur ces questions-là, elles se tournent un peu vers les États-Unis. Ça, c'est moins sympathique. Voilà. Alors, on avance et je noterai quand même qu'au niveau français, le gouvernement a relancé les contrats de transition écologique, qui est un outil très intéressant. Là, cette semaine, il y a eu un tour qui a été fait au profit d'une entreprise parce que c'est un contrat gagnant-gagnant entre un acteur économique, l'État, les collectivités, et on essaie d'accompagner une vision d'ensemble. C'est mieux probablement que la norme unilatérale qui se décline mal. Malheureusement, sur le plan social, CGT et CGC n'ont pas rejoint l'accord qui avait été passé par CFDT et CFTC sur la transition écologique dans les relations sociales, considérant qu'il n'y avait rien de nouveau et que ce n'était pas substantiel. C'est dommage. C'est intéressant. Je note que dans le prix Jeune économiste, là, qui a été remis par Le Monde et Cercle des économistes, à Julia Cagé, donc ça mérite d'être salué parce qu'elle fait une démonstration très, très intéressante dans les études sur, en fait, la relation positive, hein, on cherche toujours les corrélations, la relation positive qui existe entre des sociétés qui sont plus démocratiques et qui ont donc des meilleurs résultats en termes de performance macro que d'autres qui ne le sont pas. Et encore faut-il le rappeler et le prouver à un moment où quand même les économistes libéraux, j'en entends beaucoup récemment, Émile Cohen, Jean Pau, etc., qui finalement disent tout ça, c'est une question de régulation et d'obligation à donner aux entreprises, comme si la RSE finalement dans l'esprit n'existait pas au sens où il n'y a pas d'autonomie de décision de l'entreprise. C'est un discours qui me frappe énormément, qui est, à mon avis, totalement faux du point de vue
économique parce que les entreprises ont de plus en plus d'autonomie de décision. Si Total veut réduire ses émissions, elle le peut, et ce n'est pas à l'État forcément de faire des lois spécifiques, etc. Voilà, c'est un débat de fond, c'est une discussion. Le monde du cinéma, je le note parce que c'est intéressant, a pris des initiatives. Voilà, il s'est passé des choses qui méritent d'être saluées. Next, s'il vous plaît. Et donc, pour terminer sur les évolutions, il y a des études importantes. Les études, elles révèlent justement cette quête un peu d'amélioration et de bons outils pour progresser. J'en cite quelques-unes et je ne sais pas ce que pense Stanislas de l'étude de Finance Watch sur le fait de passer, de modifier donc les termes des travaux des agences de notation pour globaliser ça dans une approche dite durabilité plus large. Et je renvoie aux travaux qui ont été présentés du secrétariat général à la planification qui sont vraiment là des travaux structurants très, très intéressants qui, catégorie des progrès, mérite d'être saluée. Voilà. Euh, donc, next, s'il vous plaît. Donc, pour terminer, comme je le fais d'habitude, avant que nos experts ne commentent et ne nous donnent leur vision, je signale donc dans la littérature, alors ce livre que je vous conseille vraiment de Pascal Saint-Amand, qui est vraiment un thriller formidable sur le fait qu'on peut changer les règles du jeu. Et puis, le G7, j'y fais allusion, renvoie à ce travail très important qui sera significatif dans les années qui viennent. C'est les principes de gouvernance d'entreprise qui ont été mis au G20 et qui tentent à essayer de s'appliquer, car aujourd'hui, c'est une cacophonie totale dans la gouvernance des entreprises, entre celles qui sont à l'extrême, souvent appelées ça le combat de Gazprom contre Danone, entre celles qui sont des flibustiers et celles qui se donnent des règles vertueuses. Et donc là, on a une problématique de conception juridique de ce que doit être une entreprise dans un monde durable. Et pour faire la transition avec l'exposé que nous fera Claude Fussler, en ouvrant sur le tourisme, le travail qu'a publié Jean Viard sur le tourisme durable, qui n'est pas l'activité la plus simple à rendre durable, compte tenu de ses impacts et aujourd'hui très lourds. Alors, voilà, je livre ces réflexions je vous les livre, je les livre à nos experts et je vais demander, en le remerciant d'être là, sincèrement à Stanislas Potier, conseiller auprès de la direction générale d'Amundi et qui a travaillé de façon très importante sur ces questions, tant pour Paris Europlage qu'au sein de la direction générale du Crédit Agricole, que dans la fonction publique, de nous donner un petit peu sa vision de ce que j'ai un peu tracé là, du rapport macro, micro et du rôle que la finance essaie de jouer tant bien que mal pour faire avancer les choses, comme je rappelle que Stanislas a été un peu la plume dans le rapport Perrier, comme le rapport Perrier l'a préconisé il y a maintenant un peu plus d'un an. Hein, un peu plus d'un an. Merci Stanislas de nous éclairer maintenant. Merci Patrick. Bonjour à tous. Alors, ton panorama est extrêmement complet, large. C'est ambitieux d'essayer voilà, de qualifier un peu tout ça selon mon point de vue ou ce que je vois de l'endroit où je suis. Donc, effectivement, je suis conseiller à la direction générale d'Amundi. Je suis en même temps au bureau exécutif de l'IFD, l'Institut de la finance durable, qui a été créé en substitution à Finance for Tomorrow par la place de Paris, Paris Europlace, à la fin de l'année dernière, qui est opérationnel depuis janvier. On pourra y revenir un moment. Oui. Voilà, essentiellement. Effectivement, j'ai participé de façon très active, serrée, au rapport que Yves Perrier avait remis au printemps 2022 à Bruno Le Maire, à sa demande, sur l'alignement de la place financière de Paris sur les objectifs de l'accord de Paris. Le ministre trouvant que les financiers n'en faisaient pas assez et comment est-ce qu'on pouvait en faire plus. Alors, si tu me permets de reprendre vite fait en fait ta présentation telle que tu l'as organisée, Oui.
Je dirais, au plan international, effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses très intéressantes. Je dirais que de façon générale, sur l'environnement, contrairement aux autres sujets, aux autres piliers de l'ESG, le S et le G, sur l'environnement, on a quand même une forme de consensus scientifique et politique international qui pose un cadre qui est, qui est dynamique parce que voilà, au moins on sait ce qu'il faut faire et on sait où on va et on comprend qu'il y a une motivation. Alors après, évidemment, il y a des rythmes différents selon les secteurs, selon les régions, il y a des ambitions différentes, mais enfin, il y a un cadre qui est posé. C'est tout à fait différent sur le reste de l'ESG, sur les sujets sociaux et sur les sujets éthique et gouvernance. Mon avis, c'est celui d'Yves également, Amundi est à peu près aussi sur cette ligne-là, mais il y a des contextes et des sédimentations socioculturelles différentes selon les régions, et il est tout à fait normal d'avoir des lunettes qui varient un peu, même si on retrouve des socles basiques, hein, sur les deux piliers. Et c'est pas, les Américains ont une approche qui est un petit peu plus, on va dire, rouleau compresseur, et pareil pour les agences de notation. Bon, donc si on reste au plan international, moi je trouve aujourd'hui il y a trois zones, on pourrait résumer trois zones. Les États-Unis, où le l'ESG a été pris en otage par les politiques et est au cœur, c'est vraiment un des sujets très importants du conflit entre les républicains et les démocrates. Ça le restera au moins jusqu'aux prochaines élections. Grosso modo, sans trop caricaturer, les républicains et le business du Sud lié au pétrole et au charbon sont absolument furieux d'avoir découvert tout d'un coup la force de frappe de Big Business et Big Finance qui, depuis grosso modo New York et la Californie et un peu Boston, avaient imprimé un agenda à la fois environnemental, climatique, plus ambitieux qu'avant, et puis woke sur les sujets sociaux. Donc, il y a un raidissement, il y a un affrontement. C'est un sujet intéressant. On n'a pas le temps de détailler là, je pense, mais parce que on est au cœur en fait des débats sur l'ESG, du rôle des uns et des autres et des conceptions qu'on peut avoir sur les différents piliers. Mais ça fait que les acteurs américains ont un tout petit peu quand même dernièrement suspendu le crayon. Et certains acteurs ne savaient pas trop où se situer parce qu'ils ont des clients, notamment pour les asset managers des deux côtés. En Europe, les FRAG et donc l'appareil communautaire ont mis des bouchées doubles pour arriver à des propositions extrêmement compréhensives, globales, sur ce que devrait être un ESG européen et du coup sur ses implications en termes de reporting et la traduction dans la CSRD. C'est bon, ça a quand même été fait, là aussi, sans trop caricaturer, à l'européenne, voire à la française, c'est-à-dire de façon très administrative, un peu statique. Moi, personnellement, je trouve en écoutant beaucoup trop les ONG et pas assez l'industrie et la finance. Et on arrive à quelque chose qui finit par même faire peur à la Commission. Et donc, qui a un peu reculé et qui ne sait pas très bien comment elle va gérer ça. Donc, on va voir quelle va en être la traduction, ce qui va être repris ou pas. Mais l'agenda politique européen laisse peut-être penser que malheureusement, on pourra avoir raté le coche, en tout cas raté une occasion d'avoir, entre guillemets, doublé un peu les anglo-saxons, parce que là, si des décisions ne sont pas prises assez vite, je doute que l'agenda électoral européen permette de les prendre beaucoup avant 2025. Et même s'ils ont suspendu un peu le crayon, pour les Américains, pas les Anglais, les anglo-saxons ne vont pas les attendre. Et donc en Europe aussi, mais ça c'est l'intelligence des anglo-saxons, comme vous le savez, l'IFRS a installé sa jambe ESG qui est l'ISSB, donc voilà, organe de normalisation, et ils avancent de façon beaucoup plus pragmatique que les FRAG, d'abord en se concentrant sur le climat dans un premier temps, et
puis verrons ensuite, et avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus business friendly en termes d'usage. Et là, moi, de ce que je perçois, c'est que les Allemands poussent énormément l'ISSB. C'est par hasard, évidemment, si ça a été mis à Francfort et si c'est présidé par Emmanuel Faber. Là, on peut pressentir que le cadre ISSB pourrait éventuellement s'imposer largement. Et la vision allemande est vraiment qu'on a besoin, et ils n'ont pas tort, le plus possible d'un cadre mondial. Et comme je pense que sur l'environnement, ce que je disais juste avant, on a une compréhension commune, en fait, worldwide, que ce soit sur le climat ou la biodiversité. Ce qui ne serait pas trop possible sur le S et le G est possible là. Donc, bon, si l'ISSB fait les choses de façon intelligente, on verra. Alors, peut-être qu'on réussira à créer une compatibilité entre la brique environnement de l'EFRAG et puis la brique environnement de l'ISSB. On verra. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de voir comment l'Europe prend les choses. Je rappelle, mais vous le savez, que la taxonomie verte a été vraiment mal prise, là aussi de façon très statique, administrative, et en donnant en fait une définition à date de ce que l'Europe considère comme vert. Elle est tellement difficile à utiliser et un petit peu à côté de la plaque, même si, bon, maintenant qu'elle est là, on peut trouver des moyens de l'utiliser un peu intelligente quand même, mais que l'Asie, qui regardait ça avec beaucoup d'attention, ne la reprend pas. Donc, les Japonais, les Chinois, etc., ils vont avoir leur propre taxonomie. Et là, eux aussi, l'Europe a raté le coche parce que l'Asie n'avait pas forcément envie de reprendre le modèle américain, mais le modèle avec lequel le modèle qui est en train d'émerger en Europe n'est pas très satisfaisant pour eux non plus. En tout cas, il faut avoir en tête que l'Asie est très motivée sur tous ces sujets-là et qu'il y a aussi un cadre normatif qui est en train de s'y développer, ambitieux. Alors, après, le rapport Pisani-Ferry. Bon, le rapport Pisani-Ferry, il fait un diagnostic des besoins marginaux d'investissement pour faire la transition en France. Très bien. Il se trouve qu'à la demande de Bruno Le Maire, l'Institut de la finance durable vient de finir un rapport sur le financement de la transition écologique en France. Le rapport n'est pas encore public, il a été remis au ministre vendredi dernier. Ça tombe bien, le rapport, je ne dévoile pas de gros secrets, arrive à peu près au même chiffrage. On est dans les mêmes ordres de grandeur que Pisani-Ferry sur les besoins. En revanche, vous verrez, quand le rapport sera public, on n'est évidemment pas du tout sur les mêmes solutions. Moi, je suis absolument éberlué par la facilité avec laquelle le rapport Pisani-Ferry-Mahfoud tout simplement dit c'est très bien, on augmente la dette et on augmente les impôts. Bon. Non, nous, ce n'est pas du tout notre constat et ni nos propositions. Vous les verrez, mais encore une fois, sans rentrer dans les détails, il y a un stock d'épargne qui est considérable, y compris d'épargne longue. Il y a des flux d'épargne longue considérables, et même sans rien inventer de neuf, en jouant de façon plus intelligente sur l'orientation de ces flux d'épargne, là où on en a besoin aujourd'hui pour faire des investissements de long terme liés à la transition, accompagné on va dire, d'intervention publique pour rendre, parce que ça c'est très très important, pour rendre les projets bancables, rentables. Il ne s'agit pas de viser des rentabilités évidemment à 15% comme le private equity essaye de les avoir encore, mais une rentabilité raisonnable, suffisante en tout cas pour déclencher les décisions d'investissement, que ce soit les décisions des entreprises ou les décisions des particuliers, et en faisant un ajustement correct, comme ça, lissé dans le temps, c'est tout à fait raisonnable en termes de fonds publics. Et encore une fois, les masses de financement sont là, elles sont disponibles. Donc, l'affaire n'est pas si compliquée que ça. Et en tout cas, elle peut être gérée de façon beaucoup plus raisonnable pour les contribuables d'aujourd'hui et pour ceux de demain que le proposent certaines autres personnes. Voilà. Stanislas, si on s'arrête une seconde là-dessus, oui. vous considérez que les flux d'épargne disponibles, tant assurance vie que le reste, sont tels qu'on peut les mobiliser et les réorienter, et que je suis assez étonné du reste, parce que dans la loi industrie verte,
Le livret d'épargne proposé n'est pas extraordinairement attractif. Enfin, il est intéressant, mais il est limité, il est très limité. Et par ailleurs, effectivement, étonnamment, Pisani-Ferry, sur cette affaire-là, n'y croit pas trop. Alors, c'est quoi l'explication? Parce que, effectivement, L'explication, c'est qu'ils la n'ont pas France et l'Europe regardé. sont des C'est pays qu'ils n'ont pas d'épargne. regardé et que tout le monde a envie. C'est qu'ils n'ont pas regardé et que tout le monde a envie d'arriver avec sa petite nouveauté. Mais en fait, quand on regarde l'épargne réglementée et Oui, l'assurance vie, eh bien, on se rend compte qu'en jouant à la marge sur des montants importants, on a ce oui, qu'on veut. Et ce d'accord. qu'on veut, on ne l'aura pas, nous on pense, en créant de nouveaux produits, parce que la collecte, c'est compliqué, il faut que les comportements d'épargne sont très conservateurs, ils changent vraiment de façon lente, etc. Et bien, prenons ce qu'on a, changeons-le un peu. En plus, c'est faisable, c'est un peu à la main du gouvernement, c'est un peu à la main du Oui, ministère des Finances, il n'y a pas besoin pour ça de faire de grands chambardements législatifs. Voilà. Donc, on verra comment c'est pris par le gouvernement. mm, Mais juste un mot sur la fabrication un peu de ces propositions. Ça a été fait par l'IFD à l'attention du ministère et ça a été fait de façon très œcuménique. Et juste un mot sur l'IFD, parce que ça rejoint un autre de tes sujets, Patrick, sur la mécanique en fait de planification et de mise en oui, place de la transition. L'idée fondamentale de mise en place de l'IFD, qui était une des propositions importantes du rapport Perrier de 2022, c'est de dire si on veut que ça marche, si on veut passer des engagements au faire maintenant, et on n'a plus, il n'y a plus de temps, donc il faut vraiment y aller, eh bien, il faut qu'on soit tous alignés. Et donc, il faut avoir autour de la table une co-construction, mais en permanence, parce que les choses sont très mouvantes, notamment en termes de technologie. Donc, il faut avoir une mécanique qui permette de mettre autour de la table les industriels, les financiers dans leurs composantes investisseurs institutionnels, asset managers et banquiers, évidemment des experts, plutôt scientifiques. Je n'ai jamais considéré moi que les ONG étaient experts, même s'ils avaient une parole qui était intéressante. Et puis les autorités prudentielles de régulation exécutive, et à la fois, on va dire, côté finance, Bercy, mais aussi en associant des institutions publiques ou des parties du gouvernement et de l'administration qui suivent les sujets industriels et les sujets d'écologie, de transition écologique, etc. Ça a été fait, tout ça a été fait avec les différentes, on va dire, les différents éléments mis en place par le gouvernement pour piloter la transition, hein, que ce soit chez le Premier ministre ou à Bercy ou chez Béchu. Et quand on fait ça et qu'on travaille tous ensemble et qu'on se donne en fait à la fois un horizon de moyen long terme qui est partagé et puis quelques éléments, quelques indicateurs, éléments, etc., des lunettes en fait qui permettent de piloter ça de façon cohérente, ça marche. Enfin, en tout cas, on a été capable, dans un temps assez rapide, de faire une proposition consensuelle. Bon. Mais moi, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire, il faut retrouver, on voit, il y a une volonté du gouvernement de le faire, mais il faut retrouver un positionnement moyen-long terme et assumer un rôle de planification, mais pas la planification comme celle du temps du général et de Mesmer. Une planification telle qu'elle peut se faire aujourd'hui, c'est-à-dire indicative, plus, oui. plus co-construite, en fait. Voilà. Voilà. C'est un peu plus compliqué peut-être à mettre au point, mais c'est tout à fait faisable. Et de ce point de vue-là, les Japonais ou les Allemands, ils savent très bien se parler entre acteurs, ça marche pas mal. Les Français, c'est un peu neuf, mais c'est en tout cas un des objectifs de l'IFD. Voilà, écoute ce que je Merci, voulais dire. merci infiniment, Stanislas. On va revenir dans les questions, on va revenir sur certains points. Je pense que ce souci qui t'est propre du reste, qui est celui d'en appeler à des règles de gouvernance, alors au sein de la sphère financière, bien sûr, mais de gouvernance collective avec les autres acteurs, c'est probablement un défaut français aujourd'hui qui nous fait perdre beaucoup de temps alors que les bases peuvent exister, de trouver des éléments. Tout à l'heure, je l'interrogerai, Carlos Tavares
expliquait au sommet de Toulouse là, que véritablement, ils ne comprenaient pas comment l'Union européenne était partie sur la décision 2035 sur les véhicules sans aucune étude d'impact et que pour sa part, bon, bah, il considérait qu'il faudra qu'ils assument, faudra que les sociétés assument, le fait que l'accessibilité aux véhicules électriques ne sera pas ce qu'on espérait, ce sera complexe. Et puis, par ailleurs, que c'est une réduction du droit de la liberté de bouger et autres, et que ça a aussi d'autres conséquences. Voilà. Et c'est donc, ça montre bien qu'en amont, on ne s'est pas bien parlé, on ne s'est pas bien entendu, on n'a pas bien posé les choses. Et ça, c'est pas très tenable face à l'immensité des enjeux qui sont les nôtres. Merci. On viendra, même si tu peux peut-être dire un mot là-dessus, on accuse souvent les investisseurs de faire la loi aujourd'hui dans le sujet. Moi, je trouve qu'ils ne la font pas beaucoup. Voilà, d'une certaine Ben, manière. en fait, il faut se mettre d'accord sur. Il faut essayer de créer une discipline de marché pour que ça fonctionne. Et les boîtes sont un peu perdues. Je te trouvais très optimiste sur le reporting quand même tout à l'heure, parce que Oui, d'autant que le reporting va s'appliquer maintenant avec les directives européennes à un champ d'entreprise beaucoup plus large. Hein, bien et sûr. pour pas mal de TI et PME, bon, ça ne va pas être si simple que ça. Mais enfin, si on veut que ça marche, il faut que les indicateurs de pilotage stratégique des entreprises soient aussi les indicateurs, les indices, les ratios que regardent les analystes financiers, les analystes Bien extra-financiers sûr. Bien sûr. et les investisseurs Bien sûr. pour voilà, Voilà. juger de la performance et évaluer la valeur. Bon, Ouais. il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais on n'est pas encore exactement à ce niveau-là. Alors, on va essayer d'avancer là-dessus à l'IFD, encore une fois, en faisant Ouais. des Ouais. Ouais. propositions. Et dans le cadre d'un paysage normatif qui n'est pas du tout stabilisé, et comme je l'évoquais, qui est un peu en concurrence, évidemment. Hein, il y a des acteurs européens, anglo-saxons, Bien anglais, sûr. Bien américains, sûr. asiatiques. Donc, il faut essayer de trouver son chemin là-dedans. Mais ça ne peut marcher que si on a des lunettes cohérentes. Sinon, ça part dans Ouais. tous les sens Ouais. et en fait, ça Ouais. ne Ouais. fonctionne pas. Mais si tu as la différence des États-Unis où SASB a été fabriqué par les investisseurs, le travail EFRAG est un travail plus proche des auditeurs que des investisseurs. Et de ce point de vue-là, Et ça, c'est ça pas peut faute d'avoir proposé à Patrick de Corbourg de changer un peu les choses. Mais bon, voilà. voilà. Et donc là, on le paye d'une certaine manière. Bon, c'est un sujet très intéressant, même si c'est qu'on peut il y a probablement beaucoup de choses qui peuvent être corrigées encore. Euh, je voudrais donc maintenant, non pas, on ne va pas changer de sujet, on est dans la foulée du sujet, mais sous un éclairage totalement différent, qui est celui, en plus de la mise en œuvre, c'est celui que Claude Fussler va nous expliquer maintenant. J'ai fait appel à Claude d'abord parce que je voulais un peu ouvrir nos sujets vers les préoccupations estivales qui arrivent. Et Claude a une caractéristique, c'est vraiment et je le félicite et l'admire profondément parce qu'il le sait, le pionnier dans l'industrie de ces questions à travers ce qu'il a fait au WBCSD, chez Dow Chemical, etc. Claude est celui qui a fait le premier rapport développement durable au monde. C'est pas rien, bah, qui l'a poussé et qui, derrière, a toujours eu le souci de le faire avec les parties prenantes dans les travaux qu'il a menés dans les différents sommets de la Terre, etc. Et il s'est donné pour action, dans un lieu touristique aujourd'hui en Provence, de réaliser un lieu qui peut être régénératif, on va dire, qui tend vers l'entreprise régénérative. Voilà. Et il nous dit, c'est possible, on peut faire des choses. Alors, je vais lui donner la parole en le remerciant lui aussi de nous parler de cette transformation qu'il a faite sur le terrain et de montrer que le tourisme durable, c'est pas forcément quelque chose qui doit passer par la réglementation, mais aussi beaucoup par la volonté et le bon sens. Claude, merci de nous expliquer comment ça marche. Merci Patrick, merci, c'est gentil de faire cette introduction. C'est vrai qu'on ne passe pas toute sa vie dans l'industrie, il y a un moment donné, on en sort. Et avec mon épouse qui travaillait du reste dans la même compagnie internationale que moi, hein, Dow Chemical, on avait beaucoup réfléchi à ce qu'on ferait après. Et une des valeurs qu'on voulait mettre en œuvre, c'est de faire plus vite, à notre échelle,
ce qu'on ne réussissait pas à faire assez vite et dans les ampleurs nécessaires au sein de l'industrie. Ce qui ne veut pas dire que l'industrie ne bouge pas, mais ça va toujours trop lentement, ça part trop tard et ça ne fait pas assez vite. Donc, voilà, alors si Léo veut bien montrer Oui, le Léo, défiler les slides de dans Claude. lequel Voilà. nous opérons aujourd'hui. Alors, nous avons pris la gestion d'un domaine forestier agricole avec en même temps sur la ferme templière, puisque ça remonte au XIIe siècle, la ferme templière qui est au milieu, de l'hébergement touristique. On n'est pas loin de la Sainte-Victoire que vous voyez à droite et de la Sainte-Baume que vous voyez à gauche, et donc forestier, agricole. Et nous avons le visuel suivant, Léo, s'il te plaît. Nous avons décidé dès le départ, à la grande surprise des architectes, donc en 1996, d'aller vers le carbone zéro. Et ce qui fait que nous sommes partis en tout électrique. Et comme on nous a dit que c'était cher le tout électrique, eh bien, on a dit qu'on allait isoler au maximum, qu'on allait faire l'efficacité énergétique au maximum pour diminuer la facture. Et que lorsqu'on nous disait que oui, mais l'électrique en France, c'est le nucléaire, mais vous êtes écologique, qu'est-ce que c'est écologique? Je dis, mais d'abord, je ne suis pas technophobe ni nucléophobe, mais d'un autre côté, tôt ou tard, et ça finit par arriver, on pourra faire sortir des prises de courant qui sont installées, on pourra faire sortir du courant différent. Et effectivement, en 2007, c'était sous l'impulsion du ministre Borloo, les grands fournisseurs d'électricité se sont engagés à fournir à des abonnés du courant certifié hydraulique, donc renouvelable, hydraulique, éolien, et un tout petit peu de solaire, puisque le solaire était réputé à l'époque très cher et inaccessible. Nous avons été le premier abonné en Provence. Donc, on a été promené par EDF sur différents salons pour en parler. Et en 2009, on a pu intégrer au réseau un champ photovoltaïque. Donc, vous le voyez ici, il a maintenant passé son anniversaire de mai 2009, maintenant, 14 ans. Il produit 55 kilowatts 1000, donc 55 mégawattheures, on va dire, par an. Donc actuellement, là, il fait beau. Je suis en train d'alimenter évidemment par le réseau parce que à l'époque, on était obligé de se mettre en balance sur le réseau, ce qui est une bonne chose. Et donc, on alimente actuellement tout le voisinage. Et la nuit, évidemment, on tire sur le réseau. Et en 2012, nous sommes passés à la mobilité électrique, une Peugeot Ion, qui est bien oubliée aujourd'hui, qui avait une petite batterie, je crois, de 15 kWh, qu'on a remplacée au bout de 4 ans pour passer à la Leaf, qui a une batterie de 24 kWh. Donc, on recharge dans la journée par courant photovoltaïque et qui, hier, a passé le test de sécurité après plus de 110 000 km. Elle tourne toujours. Et contrairement à ce que les gens me disent toujours, bah, la batterie, elle ne va pas durer, bah, la batterie, elle est toujours à 90%. Je peux faire les mêmes trajets, pas autant que je pourrais faire avec les voitures qui ont des batteries plus grosses, mais pour le moment, elle nous fait exactement l'affaire, puisqu'on est quand même plutôt des partisans de circuits courts. Et en 2018, on a également pris un véhicule utilitaire. On a remplacé le petit camion tracteur par un véhicule électrique, un Goupy. Et en 2020, donc d'ailleurs pratiquement au début, juste avant la pandémie, on a installé 9 kWh additionnels de capacité que vous verrez sur les visuels suivants, s'il vous plaît. Léo, oui, voilà. Alors, évidemment, on a également un domaine de 190 hectares de forêt et de prairies. Donc, si on parle de zéro carbone, il y a des façons de le gérer de manière à ce qu'il soit un séquestre net. C'est-à-dire, chez nous, c'est toujours couvert, très peu travaillé. On replante lorsqu'on coupe. On fait des coupes qui sont selon un processus Prosilva qui est de transformer le taillis parce que c'est des forêts qui sont récentes, hein. Elles ont 90 ans,
C'était après la grande mutation au tracteur et au mazout que les agriculteurs ont abandonné les collines et donc la forêt s'y est remise, ce qui est une bonne chose. Elle a séquestré beaucoup de carbone. Comme c'est une forêt jeune, elle en séquestre encore. Donc il faut faire très attention à la manière dont on coupe et à la manière dont on gère les prairies. On ne retourne jamais le sol, on fait du semi-direct et on replante. Donc, on va passer à la chose suivante qui nous turlupine. Parce que là, on pouvait se dire, merci pour le visuel suivant, parce que évidemment, nous, on est zéro carbone, on est même net plus. Je sais faire des analyses de cycle de vie, mais parce que je sais les faire, eh bien, on influence quand même dans le scope 3, on influence des déplacements de clients lointains qui viennent d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada, de la Suisse. Et donc, à la louche, parce que c'est un peu difficile à faire l'équation, mais enfin, elle est conservatrice, on cause des émissions de 200 tonnes de CO2 par an. Et on a donc décidé, un petit peu par challenge et par jeu, de voir comment on pouvait faire pour diminuer ça. Et là, on a 4 leviers que je vais vous expliquer rapidement. Le premier, c'est d'encourager la mobilité décarbonée. Donc, vous voyez le nouveau champ photovoltaïque qu'on a installé là, c'est en fait un champ photovoltaïque qui charge les voitures. Et on commence, parce qu'on en fait un peu le marketing, on commence donc à avoir de la clientèle qui nous vient en Tesla, en Mercedes, en Volvo ou en voiture hybride et En Renault. carbonée ou en Renault Zoé. Et vous voyez notre bonne vieille Leaf, la voiture zéro carbone qui était longtemps la seule sur les routes du coin. En même temps, on encourage nos clients, une fois qu'ils sont là, eh bien de faire du vélo. Vélo électrique qu'on met à leur disposition. On est devenu accueil vélo et on a également la... oui, mais il y a quand même les fournisseurs qui viennent encore en voiture. Oui, juste me le poser là, merci. Merci. Oui. Voilà. C'est l'élément du scope 3 qu'il va encore falloir, merci beaucoup, encore falloir gérer. C'est pas facile, mais en fait, c'est pas la plus grosse partie de l'empreinte carbone scope 3. C'est vraiment la clientèle. Donc, on l'encourage à passer des journées sans voiture. Parfait. Évidemment, on a les activités traditionnelles. On a le cheval, la randonnée à cheval, les pâtures sur nos prairies. On a la promenade, on a la journée à la piscine. La photo que vous avez, elle a été prise un 17 octobre. Donc, on a des saisons très longues qui permettent de faire des activités nature très longues. Et sur la slide suivante, le levier 3, on parle on a introduit depuis 2 ans une activité que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le Shinrin-yoku. Le Shinrin-yoku, c'est aux Japonais ce que la thalassothérapie est aux Européens. C'est du bain de forêt. C'est du bain de forêt, c'est des promenades longues et très lentes, avec des respirations profondes de 3 heures en forêt, des contemplations d'arbres. Il y a toute une littérature médicale qui montre que ça a des effets bénéfiques pour réduire le stress, renforcer le système immunitaire. C'est également très plaisant pour les enfants, les familles avec des enfants, parce que pour les enfants, c'est quelque chose de très ludique. Et donc, on a pu, grâce à l'ADEME d'ailleurs, on a été cofinancé par l'ADEME, on a installé un sentier qu'on appelle de bain de forêt, qui passe en particulier auprès d'arbres remarquables comme celui que vous voyez sur la photo, que j'ai nommé Pascal, parce qu'il a le même âge que le quadricentenaire de Blaise Pascal. Donc, on a des chaînes comme ça qui, eux, n'avaient pas été coupées, qui ont été réservées pour des buts. Et comme le visuel suivant, ce levier, pour nous, fonctionne très bien pour arrêter les gens de les garder sans voiture pendant pratiquement. Après, ils vont à la piscine ou bien ils vont lire un bouquin. Ce que nous faisons actuellement, j'ai créé l'Académie du bain de forêt provençal, qui est en fait un effort de créer un écosystème de lieux d'accueil et de guides, parce qu'on ne peut pas réussir tout seul. Il faut vraiment laisser une filière, proposer des programmes de team building et de bien-être. Certains des participants à cette visio viennent en faire, pas forcément chez nous,
mais ailleurs. Et donc, actuellement, on essaye de positionner la Provence comme une destination de bains de forêt toute saison, parce qu'on peut effectivement… Claude, alors, est-ce que vous arrivez au régénératif, Claude, pour aller vers la conclusion? Et est-ce que vous pouvez nous donner un mot sur la maîtrise de la sécheresse? Oui, alors attendez, je vais juste terminer parce que je pense qu'il y a un quatrième volet, un quatrième Voilà, levier. oui, C'est un levier qui, je pense, est très intéressant. C'est de dépayser le métier. On a besoin de vacances. On a forcément besoin d'y aller. C'est au cœur du lien social, les vacances. Mais on s'est également habitué au télétravail. Et donc, je pense aussi que pour des vacances intéressantes, hors saison, hors vacances scolaires, oui, oui, hors bison futé, c'est de faire du télétravail en vacances. Alors, donc voilà les quatre oui. leviers, hein. C'est de séduire notre clientèle à oublier la voiture quand ils sont Est-ce que, éventuellement. est-ce qu'on ira vers le régénératif? Est-ce que c'est jouable? Et quid en sécheresse avant qu'on passe aux questions-réponses? Voilà. Oui, le régénératif, il est, vous parlez de l'eau, on pourrait passer Oui, le concept. Oui. une vision entière sur l'eau. Euh, Dans notre forêt, on régénère l'eau parce qu'on transforme toute l'évaporation potentielle en évapotranspiration, donc en créant de la biomasse qui garde les réserves humides à l'ombre. Et donc, on ralentit l'évaporation Exploration. directe. Mais il ne faut pas oublier que nos sources d'eau, elles viennent des Alpes. Et aujourd'hui, c'est les moteurs thermiques du transport et du chauffage et des avions qui font fondre les ressources en eau profonde de la France, mais surtout de la Provence. Parce que si vous voulez, on a le Verdon en surface, mais on a le Verdon et la Durance en souterrain qui s'en vont. Et les sources du Verdon et de la Durance et de tous leurs affluents qui viennent des Alpes vont s'arrêter si on n'arrête pas le CO2. Mhm. À cause de Donc, la température? régénératif sur un petit îlot comme ici, ben, on aura toujours sûrement un îlot relativement vert. Mais si dans le grand contexte et si les massifs alpins perdent leur pluviosité, leur neigosité et qu'en plus ils transforment grâce au CO2 par des canons à neige pour essayer de survivre sur les stations d'hiver, eh bien en fait on ne fait qu'accélérer Oui, euh, d'accord. perte d'eau. Ouais, ouais, C'est un problème gigantesque parce ouais. que là, les transferts d'eau sont extrêmement coûteux je ne vois Mhm. pas comment même nous, on pourrait survivre à une perte de nos sources d'eau. D'accord. Alors, comme Stanislas doit partir à 12h15, je vais laisser Arnaud prendre le lead sur les questions et poser les premières questions à Stanislas et ensuite à Claude sur cette démonstration pratico-pratique réelle d'une durabilité appliquée à un site. Euh, Arnaud? Oui, merci à vous pour vos exposés. Alors, j'ai essayé de regrouper les questions qui ont été posées au fur et à mesure. Stanislas, je vais effectivement vous proposer de débuter. Alors, je vais commencer par quelques questions plutôt pratico-pratiques qui ont été soulevées, d'éclaircissement, pour vous emmener après sur des questions plutôt sur le fond. Donc, deux questions simples, on va dire, pour commencer. Est-ce que vous pouvez rappeler les différences notables qui existent selon vous entre l'ISSB et les FRAG? Et autre point, qu'en est-il des agences de notation? Est-ce que leur rôle va être impacté par la création de ces nouveaux standards? Et est-ce que ces agences ont les moyens de leurs ambitions, à savoir d'assurer la véracité, la fiabilité des informations qu'elles produisent? Alors, bon, l'ISSB, c'est une émanation de l'IFRS, hein, fondation anglaise, qui a produit les normes IFRS et qui en a fait la promotion dans le monde entier, initiée par les Américains, mais qui ne les ont jamais adoptées. Et donc, ils ont décidé, de façon tout à fait opportune et maligne, de créer un pendant durable, extra-financier, à ce qui avait déjà été fait.
Donc, c'est vraiment issu plutôt du monde de l'audit, de la normalisation et puis du business, puisqu'ils ont fusionné avec d'autres éléments américains ou anglo-saxons comme SASB, auquel Patrick faisait référence tout à l'heure, qui a développé une batterie d'indicateurs sectoriels sur l'ESG, et puis aussi l'IRC, donc le club qui promeut le rapport intégré. Donc, c'est une force de frappe assez importante, avec des financements très importants qui viennent du monde privé, entrepreneurial et académique. Les FRAG, c'est vraiment une construction administrative. Les FRAG, depuis des années, conseillent la Commission européenne sur justement la reprise ou pas et la traduction des normes IFRS en droit communautaire. Et après, bon, la Commission, le Parlement font ce qu'ils veulent, mais les FRAG représentent la Commission dans les réunions de l'IFRS traditionnellement et ensuite conseillent la Commission là-dessus. Les FRAG a donc un peu en parallèle, en fait, un peu avant d'ailleurs, la création de l'ISSB, a commencé à se préoccuper de l'extra-financier, a commencé à créer des groupes de travail, etc. Et maintenant a carrément un board dédié qui sera piloté par Patrick de Cambourg sur l'extra-financier, sur, on va dire, les FRAG / ESG. Mais c'est un les FRAG, alors je dis administratif, c'est parce qu'il a un rôle tout à fait identifié, une articulation avec la Commission européenne tout à fait identifiée. Après, c'est une émanation un peu des autorités des normes comptables, on va dire. Enfin, c'est un réseau qui est plus celui aussi des autorités de normes comptables. Voilà. Sur les agences de notation, elles ont des forces de frappe énormes. Les agences de notation telles qu'elles sont aujourd'hui, en fait, moi je pense qu'on assiste à une consolidation du secteur, comme on l'a eu pour la notation financière, avec les 3 agences de notation crédit. Et d'ailleurs, elles ont toutes investi dans des ressources dédiées à l'ESG, à l'extra-financier importantes, notamment Moody's qui a racheté Vigeo, mais elles ont toutes, S&P, Fitch, etc., leurs jambes. Et par ailleurs, vous avez quelques agences spécialisées, alors agences / fabricants d'indices. Je pense à MSCI, qui a une position très forte et prescriptrice parce qu'il propose aujourd'hui des indices ESG. Le développement de l'ESG dans la gestion passive, qui réplique donc des indices, se fait par la création d'indices, en fait, ESG. Et MSCI, si vous voulez, c'est 500 à 600 personnes sur le sujet. On parle vraiment, c'est des troupes importantes. Moody's, c'est pareil. Vigeo, Amundi était très impliqué dans Vigeo du temps où elle était encore dirigée par Nicole Notat, on va dire. L'agence avait à peu près 250 salariés. Là, il y en a 600 à peu près qui s'occupent de ça chez Moody's. Alors là, ça fait partie des acteurs qui sont un peu attentistes, au moins sur un plan commercial pour le moment, en attendant de voir comment se simplifie la bataille américaine. Ils sont un peu gênés aux entournures. Mais donc, ils ont beaucoup de moyens. Ce qui ne va pas, c'est que ce sont un peu des boîtes noires. Donc moi, je pense qu'ils ont effectivement tout à fait les moyens, d'aller chercher la donnée, on le sait depuis longtemps. Non seulement ils regardent toute la donnée publique, etc., mais ils vont chercher tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Ils ont eux-mêmes des modèles d'extension, d'algorithmes qui permettent de faire des projections, etc., et de compléter là où il y a des trous. Mais avec quelle méthode, comment, avec quelle robustesse, ça, c'est les secrets maison, des espèces de boîtes noires. Et même nous qui les utilisons, qui les payons des sommes importantes, puisque contrairement aux agences crédit, ils ne font pas payer les émetteurs qui se font doter, il faut payer les gérants qui les utilisent. Et bien, sur ce modèle-là, ils nous donnent plutôt les résultats et on aura toutes les peines du monde à avoir la donnée brute, etc. Donc, moi, je pense qu'effectivement, ils ont les moyens d'avoir de la bonne info, de contrôler l'info, mais comment ils le font, avec quel... est-ce que nous, on peut contrôler? Pour le moment, on ne le peut pas, en fait. Et c'est là que la législation européenne qui est en préparation sur le contrôle des agences de notation est tout à fait intéressante. Et évidemment, tout le monde se dit que ce n'est pas du tout normal qu'ils ne soient pas
régulées de la même façon que les agences de notation crédit. Et donc, l'Europe, là-dessus, part sur à la fois une réglementation qui va leur imposer notamment de la transparence, de l'absence de conflit d'intérêts, etc. Et en même temps, obliger à une disponibilité totale de la donnée brute en créant une base de données intégrée où toutes les entreprises vont verser leurs données de reporting. Ce qui, pour des animaux un peu qui ont certains moyens comme Amundi, est très intéressant parce que nous, on va pouvoir travailler directement sur la donnée brute, ce qui aujourd'hui est très compliqué parce que la donnée brute est plutôt logée chez les agences de notation. En fait. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, un set de questions, cette fois-ci plutôt sur le fond. Vous avez commencé votre exposé en précisant qu'au niveau international, le cadre, notamment dans la dimension environnementale, était plutôt clair et que les perspectives dessinées laissaient justement entreapercevoir une évolution concertée politique et scientifique. Et en même temps, on voit que dans le monde de la finance, alors sans tomber dans la caricature d'un BlackRock ou de revenir sur les discussions qui sont intervenues autour de l'AG Total et puis les tenants et aboutissants, les partisans ou opposants à la stratégie climatique, mais on voit quand même que dans le monde de la finance, l'acceptation ou la prise en compte de cette dimension environnementale se fait encore très doucement. Donc, que manque-t-il aujourd'hui, sachant que les perspectives, encore une fois, sont claires pour que la finance rentre plus dans ces considérations? Et question subsidiaire, vous avez insisté, alors Patrick avait repris une citation qui, je crois, vous est attribuée sur troquer résilience contre performance et rentabilité. Y a-t-il aujourd'hui une acceptation du monde de la finance pour voir sa rentabilité un peu baisser au profit de la prise en compte des enjeux ESG dans une perspective de résilience, justement? Alors, si je remonte les questions, je commence par la dernière. Ça, Yves Perrier a tenu à ce qu'on le mette dans le rapport qu'il avait remis en 2022 à Bruno Le Maire. Ça figure aussi dans la synthèse, ça figure à différents endroits, on l'avait même mis en gras. Le financement, pour que le financement de la transition écologique soit relativement juste, et il faut qu'il le soit parce que sinon, on va se heurter à des effets boomerang de non-acceptation, etc. Et finalement, on aura raté l'affaire, les choses ne se feront pas. Il faut rééquilibrer, il faut que chacun participe, en fait. Donc, il va évidemment y avoir un financement partiel par le contribuable, bien sûr un financement partiel par le consommateur, ce qui n'est pas facile parce qu'on refait les choses comme avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur d'usage supplémentaire, il faut juste changer toute la machine, mais pour avoir la même chose. Donc le consommateur va quand même payer un peu. Il va y avoir un étalement de génération, ça c'est normal, on remet la maison en ordre pour des décennies, alors qu'elle a été détruite sans qu'on le sache au début. Puis là, ça fait quand même un moment qu'on le sait, depuis pas mal de temps. Donc, c'est pas anormal que ça ne soit pas payé juste par une génération, celle d'aujourd'hui. Et évidemment, ça doit être payé aussi par l'investisseur. Donc, ce qu'on dit, c'est que les taux de rendement de 15%, rendement interne, de retour sur capital, etc., qui étaient déjà déraisonnables. C'était une dérive du private equity qui avait gardé ces taux-là, alors que la configuration économique générale, les taux d'intérêt, l'inflation, etc., avaient quand même un peu changé. Et c'était déjà anormal. À partir du moment où on dit il y a des externalités qu'on ne payait pas, qu'on va devoir payer, notamment le carbone, il est tout à fait normal de plus avoir les mêmes rendements, sans tomber dans une destruction du capital investi, mais d'être plus raisonnable. Alors là, il n'y a aucun consensus. Le private equity va continuer à vouloir avoir la même chose, mais bon, il faut juste mettre l'affaire sur la table, et puis petit à petit, ça va se faire. Les gens vont être quand même un peu plus. Il y a quand même des gens raisonnables autour de la table. Ça, c'est une question un peu de rapport de force, et puis peut-être de timing, ça sera avec un peu de temps. Pour rajouter un mot sur ce débat qui est très fondamental en réalité, qui est un débat de valeur même, au vrai sens du terme, Stanislas, c'est très frappant de voir qu'à un moment aux États-Unis, et Claude pourrait nous donner son avis parce qu'il connaît ce débat par cœur, il l'a vécu, au WCSD notamment, le débat à un moment aux États-Unis a été posé par les équipes Eccles, Seraphing, etc., sur le just profit, just and decent profit. Il n'avance pas. Il n'avance pas. Quand on en discute avec les administrateurs, avec la simulation, les réflexions ne sont pas là.
Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est du fait des… Est-ce que l'expertise académique est insuffisante? Est-ce que le blocage politique est trop fort? Que dire? Non, je pense qu'il y a un contrôle aujourd'hui. Voilà, il y a un contrôle du capitalisme par des Oui, gens qui n'ont pas envie que ça bouge. Donc, oui, en fait, ça bougera quand le système commencera à évoluer un peu. Il commence un peu à évoluer, hein. Euh, quand même, ce discours-là ne va pas pouvoir être tenu indéfiniment. Même aujourd'hui, il doit être sérieusement argumenté pour être un tout petit peu entendu. Donc, non, je pense que ça va oui. évoluer quand même, au moins en Europe. On verra D'accord. après. Et sur le reste, en fait, sur le rôle de la finance, le rôle des grandes maisons de gestion, etc. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, quand l'Europe a des exigences SFDR de reporting sur sur les fonds, etc., alors que les gérants n'ont pas l'information primaire des émetteurs pour agréger quelque chose au niveau du fonds, il y a un problème. On ne fait pas SFDR avant d'avoir fait CSRD. C'est complètement grotesque. Mais c'est comme ça que l'Europe a Voilà. fait. Donc, Voilà. bon, alors déjà, attendons la donnée. La donnée, même carbone, aujourd'hui, elle est mauvaise. Ben Elle est oui, mauvaise ben parce que oui. les entreprises, elles n'ont pas encore mis les compteurs partout. Normalement, c'est une donnée qui, je parle même des scopes 1 et 2, je ne vais même pas Ben jusqu'au oui, scope oui, 3. oui, oui. Même les scopes 1 et 2, elle est mauvaise. Donc souvent, c'est des extrapolations, c'est des agences extérieures qui donnent une donnée estimée, reconstruite à l'entreprise. Parfois elle est bonne, parfois elle est moins bonne, elle varie d'année en année. Enfin bon, bref, c'est quand même un peu le bazar. Donc tout ça va s'améliorer, c'est déjà en train de s'améliorer. Mais on a été un peu vite avec des exigences sur la finance qu'elle n'était pas forcément capable de remplir. Et après, je crois que vous mentionniez par exemple Total, etc. Fondamentalement, c'est un débat entre une vision opérationnelle de la transition, de la responsabilité du vert, et une vision morale. Donc, la vision morale, qui est la vision traditionnelle, qui est la vision des ONG et qui a été utilisée par certaines maisons de gestion parce que ça cadrait avec leur politique, leur politique produit et marketing, c'est de se dire le vert, c'est bien, ce qui n'est pas vert, c'est mal. Voilà, c'est très simple. Comme ça, c'est clair, ça fait des bulles, on n'en a rien à faire, ça ne fait absolument pas avancer la transition. Très bien, parfait, OK. Et puis, il y a une vision que moi, je trouve qui est fondamentale, c'est celle qu'on défend à l'IFD, que Hyperia a défendue dans son rapport, c'est une vision opérationnelle. On met en œuvre la transition et donc on transforme le brun en vert. Transformer le brun en vert, c'est à la limite même mettre tout l'argent qu'on peut sur ce qu'il y a de plus brun pour qu'il devienne vert. Alors, on s'entend, il faut être transparent, il faut surveiller, il faut avoir les bons indicateurs de performance, il faut contrôler. Bon. Mais si on ne met pas les capitaux nécessaires aujourd'hui sur les gros animaux qui font l'économie de la France, de l'Europe, du monde, et qui ont absolument besoin de se transformer, qui ont en interne l'expertise aussi pour faire de la R&D, etc., pour piloter des énormes chantiers, on est quand même face à une révolution globale, mondiale, eh bien, rien ne se passera. Et ce n'est pas en finançant 3 startups qui font faire 2 éoliennes quelque part ou je ne sais quoi, ou un champ de fraises vertical dans une ville, qu'on va faire la transition. Pas du tout. Mais ça, c'est une bataille vraiment… Je pense qu'elle est vraiment en train d'être gagnée, hein, mais c'est une bataille importante, non pas à mon sens, sur vraiment est-ce que la finance fait le job ou pas, mais plutôt est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord sur cette vision de la transition et de la responsabilité des entreprises et des investisseurs et des Bien. financiers. Ceci vaut vraiment une conclusion intéressante. Stanislas, si tu dois nous quitter, tu te sens libre. Tu avais un engagement qui Oui, convenait. merci beaucoup. Et Arnaud, si tu en es d'accord, on peut demander peut-être à Claude de réagir à ce qui a été dit. Est-ce que votre transformation, Claude, a été aidée par la finance? Au revoir à tous. À bientôt. Merci Stanislas. Non, pas la nôtre, parce qu'on a fait régulièrement les moyens, mais j'ai vu les obstacles, parce que là, je réfléchissais à la voiture. On disait tout à l'heure, la voiture électrique, il y a un obstacle à l'achat, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la finance pourrait aider, parce que
plutôt que de faire du leasing de voitures thermiques avec leurs externalités et leur durée de vie relativement nettement inférieure à la durée de vie d'une voiture électrique, c'est-à-dire sur les coûts de maintenance, il y a toute une réflexion à faire. C'est-à-dire que on ne réfléchit pas à ces coups de pouce simples et sans risque. C'est pareil pour le financement des sources de courant photovoltaïque. C'est une source où il n'y a pratiquement pas de risque. Et pourquoi on continue à financer le charbon, où il y a 25 000 morts dans le monde en accident de travail. Et donc, la finance, elle est faux cul. Elle a des gens magnifiques comme Stanislas qui en parle, mais en fait, le comportement et leurs valeurs, c'est des valeurs de faux cul. Et Arnaud, je te laisse prendre le relais. Oui, alors je vais revenir à la… ce langage sympathique. Mais il est apprécié, je pense, par nos participants. Je vais revenir à l'exposé que vous avez fait de votre projet de centre d'accueil et de tourisme durable, qui fait écho à mon expérience passée, parce que j'ai connu le monde du tourisme à travers Accor. Deux questions ont été évoquées par rapport à ce projet. La première, c'est par rapport à la cible et à votre clientèle. Et en généralisant, est-ce qu'aujourd'hui, le tourisme durable, il ne s'adresse qu'à une niche de clients qui sont soit avec un pouvoir d'achat plus conséquent, soit avec des convictions beaucoup plus pointues? Et est-ce que vous pensez que ce tourisme durable, il peut se généraliser? Alors, je pense que le tourisme durable n'est pas vendable. Nous, on ne vend absolument pas la proposition durable à nos clients. On a été à un moment donné écolabellisé, d'ailleurs très facilement et simplement. Ça n'a pas apporté un seul intérêt de clientèle, un peu a posteriori. Ah oui, on a été sur un site qui était écolabellisé. Je pense que l'art de recevoir la clientèle, c'est de répondre à leurs désirs et qui ne le voient pas. Bon, ils ne peuvent pas ne pas voir notre photovoltaïque et donc on en parle. Et j'aide certains clients maintenant à faire leurs calculs, savoir combien ça leur coûterait, leur apporterait de le faire. Mais c'est-à-dire que nous, la Provence, c'est quand même très vendable, il faut le dire, donc on vend le bien-être. C'est-à-dire que toute notre partie, c'est le bien-être en famille. Et en fin de saison, c'est le bien-être pour des seniors de 50 plus qui ont maintenant envie de vivre peut-être encore 50 ans. Il y a un grand besoin aujourd'hui de nature, de bien-être et de fitness ou de wellness. Donc ça c'est effectivement notre proposition. Et on ne veut pas trop montrer comment on le fait de manière durable. On ne va pas leur dire venez faire un bain de forêt parce qu'on ne voudrait pas que vous utilisez la voiture. C'est pas une manière de faire. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans l'injonction, etc. Donc je pense que ceux qui parlent du tournant durable comme les ados qui découvrent l'amour et ils n'arrêtent pas d'en parler, ils ont tort. Ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qui fait bouger les gens et de leur faire une proposition avec d'une manière qui est durable. On ne va pas leur dire venez manger chez nous parce qu'on a des circuits courts et que le fromager est en face de l'autre côté de la rue. On va leur dire on a une bonne nourriture méditerranéenne, c'est la plus saine du monde, il n'y a pas un médecin qui vous dira le contraire. Donc venez. Après, s'ils ont envie de visiter notre fromager ou s'ils ont envie de visiter le céréalier boulanger du village qui nous fait le pain et les pois chiches, c'est parfait. C'est-à-dire, ils font une découverte et ils peuvent y aller en pied de plus. Donc voilà, c'est ça le secret, c'est de faire sans s'en vanter. D'accord. Un mot sur l'équation économique. Vous avez présenté des investissements qui sont conséquents par rapport au site que vous gérez probablement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle, il est rentable? Est-ce qu'il est duplicable à une plus grande échelle dans d'autres sites équivalents aux vôtres? Et est-ce que ça se traduit forcément par une augmentation du prix pour vos clients? Et chaque fois, c'est-à-dire c'est effectivement le prix d'acquisition, et c'est là où les banques pourraient donner un coup de pouce.
dont nous n'avons pas eu besoin. Parce que, bon, vous connaissez mon CV, c'est-à-dire que j'ai toujours bien géré et mes finances et mes économies, donc c'était une chose. Mais tous les investissements qu'on a faits ont été rentables. Si vous faites du solaire thermique pour chauffer votre eau sanitaire, ce sera rentable. L'équipement est plus cher. Et c'est là où les banques pourraient, et l'État aussi, par des crédits d'impôt, peuvent donner des coups de pouce. Après, il n'y a pas que ce frein. Je pense qu'il y a vraiment un frein d'information. Il y a un frein d'exemplarité. Ça, je le vois ici dans mon entourage, au village, dans la communauté d'agglomération. Il y a effectivement un frein à l'acquisition les gens ne font pas, vous le savez bien, vous ne faites pas un calcul de rentabilité comme un manager. Si vous investissez dans une voiture électrique, les gens disent bah, elle coûte très cher. Voilà, tout. Donc, s'il y a de l'aide, s'il y a des crédits qui sont moins chers, ils iront vers là. Mais ils font pas un business plan. Un petit peu sur le photovoltaïque, sur la toiture, parce que c'est un gros truc. Mais donc, je pense que ils ont tous été rentables. Hein. Peut-être pas en 3 ans, mais à l'horizon 5-6 ans, il n'y a pas un seul investissement que nous avons fait qui n'a pas été rentable. Est-ce que ça a été très rentable? Non. Mais on a gagné en maintenance. Hein. Quand on a investi, on a changé toutes les lampes LED. Bon, ça, c'est du passé. Tout le monde sait le faire maintenant. Mais à l'époque, on était les premiers à faire le changement. Ça a été rentable parce que ça a évité à notre électricien de monter sur une échelle toutes les 3 semaines pour changer une ampoule. Or, lui, il nous coûte 30 € de l'heure avec les coûts sociaux. Vous voyez. Donc, c'était déjà super rentable, même en achetant des ampoules à 12 €. Maintenant, elles sont heureusement le marché a pris. Donc, tout ça, il faut faire des petits paris, mais ils sont tous gagnants. Hein. Et une dernière question qui sera plus personnelle de quelqu'un qui manifestement connaît votre parcours et peut-être vos publications. Elle vous attribue cette citation « Le méta-client, c'est la nature ». Et la question qu'elle pose, c'est vous qui venez de formation d'ingénieur chimiste, d'où vous est venu le déclic à titre personnel de la réconciliation avec la nature? Bon, écoutez, faut revenir un petit peu aux bases. Le méta-client, c'est vraiment, et c'était une métaphore qui m'a beaucoup servi dans les processus de déclenchement de nouveaux programmes. En disant, j'y ai pensé parce que les clients, que ce soit l'industrie automobile, les grands comptes, sont très difficiles. Ils demandent tout, ils demandent tout, ils demandent tout. Et à l'époque, ils demandaient encore plus sous la table. Hein, donc, et j'ai dit à nos vendeurs et à nos gens de marketing, j'ai dit, vous avez l'habitude d'être sous pression par des sollicitations multiples. On va en rajouter une. Imaginez-vous que ce soit les exigences de la nature qui soient les vendeurs. On va un petit peu les dicter. Et puis, on a démarré le processus d'innovation comme ça. Ça reste vrai. Moi, j'étais à une présentation puisque Patrick a soulevé la question de l'eau tout à l'heure. Et il y avait un expert de l'eau. Il a dit, si vous voulez, on parle beaucoup de l'ère de l'Anthropocène. C'est-à-dire que l'homme est maintenant le principal facteur de changement sur la Terre. Eh bien non, ça a été très court parce que maintenant, on a déclenché tellement de cycles pratiquement irréversibles que c'est la nature qui reprend en main l'histoire. C'est quelque chose de très profond. Je pense qu'il nous reste à peu près 30 ans, effectivement. Je suis très bien les travaux du GIEC en particulier parce que c'est le métastudio sur le climat. C'est-à-dire que maintenant, nous, quand on parle de l'eau ici, c'est la nature qui a pris le pouvoir. C'est que l'homme l'a pratiquement perdu ici. C'est que l'inertie de la fonte des glaciers, etc., si on continue à faire comme on fait, ça ne va pas être très, très facile. Merci beaucoup aux uns et aux autres,
Stanislas, à vous, Claude, d'avoir et Merci. démontré par l'action, par la réalité et par l'exemple ce vers quoi il faut aller. Je trouve que en cette période d'été avec des défis importants, des exemples comme les vôtres pour nous doivent être très, très, très euh, exemplaires, enfin, inspirants et en recherche de progrès collectif. Vraiment, je suis très reconnaissant. Ecolord m'a proposé qu'on refasse le 7 juillet un point parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands sujets que nous pourrons aborder. Et puis, on vous soumettra une petite enquête pour la rentrée pour refaire aussi un peu la structure de ce webinaire d'actualité pour répondre très bien à vos attentes, tant dans son équilibre, dans les profils d'experts, dans l'information qui est donnée, etc., de façon à ce que ça vous convienne au mieux et de plus en plus. Donc, on est à votre disposition et donc rendez-vous avec l'équipe d'Ecolord le 7 juillet. Et cher Claude, on a envie d'aller prendre des leçons là-bas, chez vous en Provence. Merci encore une fois d'être jusqu'au bout notre maître à tous. Merci beaucoup Arnaud et aux équipes d'Ecolord.